Bonsoir à toutes et à tous. IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin. Une enquête ce soir, une enquête pas policière, mais une enquête de sens. L'enquête de sens avec Frédéric Guillaume Camboulive. Il est psycho et hypnothérapeute. Il est conférencier, créateur de la philolistique de l'ANC, ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique. La philolistique regroupe les grands savoirs présents et passés et des outils uniques et indispensables pour comprendre pour nous et tout ce qui nous entoure et ainsi nous éclairer au quotidien en nous montrant le sens de l'ombre vers la lumière. On va l'accueillir, c'est une émission par téléphone. Bonsoir Fred. Bonsoir Joël et à tous vos auditeurs. Alors Frédéric Guillaume Camboulive, qu'on va appeler plus facilement Fred ce soir. On s'est rencontrés lors d'une émission que j'avais faite avec Bernard Baudouin où je posais la question en fin d'émission. À quoi ça sert tout ça ? C'était une émission sur sur la réincarnation et donc vous m'avez envoyé un mail en me disant que vous aviez peut-être une réponse. Alors on va rappeler les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Si nous acceptons l'idée que nous ne sommes pas juste un corps, que nous sommes de l'énergie lumière et que nous incarnons et réincarnons pour retourner vers la lumière, alors à quoi ça sert tout ça ? En d'autres termes, quel est le sens véritable de la vie ? C'est un peu là-dessus que vous allez nous conduire ce soir. Oui, donc on va le résumer en quel est le sens de l'incarnation, parce que c'est quand même la chose qui nous touche, mais évidemment ça va expliquer quel est le sens global de l'univers. Voilà. Alors, il y a quelques avertissements que vous devez donner à nos auditeurs avant. Hein. Alors, juste une petite phrase après, j'ai 2-3 petites notes, mais disons que pour y répondre aujourd'hui à cette question vaste dont on va parler, je vais vous dévoiler un modèle d'univers que j'ai nommé la philolistique, justement, comme vous disiez tout à l'heure, et qui donc est la capacité d'appréhender toutes les choses dans leur globalité. Au lieu de regarder juste un petit bout de la lorgnette, lorsqu'on examine les choses dans leur globalité, on est dans ce concept holistique que j'ai appelé la philolistique. Alors, je vais insister beaucoup sur une chose, c'est que pour moi, ce modèle, il peut réellement, je le vois tous les jours, réellement changer à jamais notre vision de la vie, de la mort, des souffrances, des épreuves, de nos relations avec les autres, du bonheur, bien évidemment, et de la perfection de l'univers dans toutes ses dimensions, macrocosme et microcosme. C'est pour moi la chose la plus importante, et en tant que thérapeute, c'est de savoir si ce modèle, il change quelque chose concrètement dans notre vie quotidienne ou pas. Parce que si c'est juste pour raconter une belle histoire qui ne sert à rien, évidemment, je ne serai pas là. Donc, les petits 3 avertissements, c'est pas 2, c'est 3, c'est tout d'abord, le modèle philosophique et cosmologique là que je vais vous présenter n'est pas un dogme. Évidemment, il ne s'agit pas d'établir ce qui est juste ou vrai ou faux, ou juste ou non. C'est en fait simplement le modèle que moi je propose depuis des années en conférence et qui représente le contenu, c'est 120 heures de contenu. Alors évidemment, par nécessité, là aujourd'hui, je vais être obligé de résumer au maximum. Du coup, j'avertis vos auditeurs nombreux que par moment, je vais lire des petits bouts de mes informations parce qu'il y en a tellement que j'essaie de résumer le tout pour que ça soit, disons, compréhensible et audible pour vous. Voilà. Alors vous dites que ce modèle est le fruit de 40 ans de recherche quand même, fondé sur une réflexion scientifique. Vous étiez vous-même de culture et de formation scientifique. Oui, bien sûr. Donc en fait, je dirais même que très jeune, moi, j'avais pas de lecture autre que des lectures scientifiques, et je suis tombé toujours sur des bouquins extraordinaires qui font que mon enfance n'a pas été simple. Je vais être un peu passer là-dessus, pour pas pleurer dans les chaumières, et que du coup les interrogations étaient très vite là, et donc il fallait que je sache, que je comprenne le sens. C'est quoi tout ça, quoi ? C'est quoi cette vie, et c'est quoi ces souffrances, et est-ce que tout ça, est-ce que c'est une injustice, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Donc du coup, oui, je suis né dans un modèle scientifique. J'ai ensuite fait des études, grosso modo médecine, chirurgie dentaire, et puis plein d'autres choses derrière. Et du coup, après, plus tard, reformer toute la psychothérapie, toutes les hypnoses, le MDR, et toutes ces choses qu'on utilise tous les jours aujourd'hui en psychothérapie, quoi. Donc du coup, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, parce que je peux pas croire à quelque chose. J'ai vraiment besoin de savoir quelque chose et de transmettre avec beaucoup d'informations pour que les gens puissent comprendre à leur tour. Parce que sinon, c'est croyez-moi sur parole, et je crois qu'on peut pas changer si on croit sur parole les gens. Il faut une démonstration. D'accord. Donc c'est pour ça que
ce modèle philosophique là dont je parle, la philosophique, il est pour moi, hein, je le vois tout le temps, c'est qu'il a l'avantage d'être totalement cohérent. Quand je dis totalement, je pourrais revenir s'il faut pour débattre du sujet, mais vraiment, il est totalement cohérent et compatible avec à la fois les modèles mathématiques d'aujourd'hui, les modèles anatomiques, physiologiques, spirituels, communément reconnus. Je suis toutes ces informations tout le temps et je pense vraiment que cette philo-holistique, elle est compatible avec ces modèles. Et ce qu'elle nous permet à nous, êtres humains, là, on a un petit monde, c'est de nous permettre d'autopiloter notre vie. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de transmettre le savoir, mais c'est de permettre, et j'ai fait ça pendant des années avec mes clients, de leur permettre d'autopiloter leur vie. C'est-à-dire qu'on fait 2, 3, 4 séances de quelque chose, mais derrière, voilà les moyens d'autopiloter votre vie. Et ça passe par le changement du sens, parce que c'est le sens de tout ça, et on va l'approfondir tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, par ailleurs aussi, je voudrais avertir vos auditeurs et puis ceux qui vont voir la rediffusion aussi sur YouTube que ce que je vais dévoiler ce soir va peut-être choquer certains, en tout cas les personnes qui souffrent, parce que je vais expliquer certaines choses qui vont peut-être à l'encontre de leurs sentiments intérieurs. Donc c'est normal, je m'en excuse par avance. Et comme dit Schopenhauer, notre conscience braque de façon opiniâtre contre tout ce qui nous dérange, et toutes les idées nouvelles, vous le savez, on en parle un peu partout, ça passe par 3 étapes. La première, c'est qu'on dit c'est ridicule. Ensuite, on dit c'est dangereux, puis un jour on dit oui, c'est évident, je savais. Et la troisième remarque, c'est que il y a une phrase importante dans cette quête de sens, c'est connais-toi de toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et il faut juste en comprendre le sens aussi de cette phrase. Parce que tu connaîtras les dieux et l'univers, ça veut dire quelque chose de précis. Les dieux, c'est qu'est-ce qui est dans notre pouvoir, et l'univers, c'est la structure de tout ça. Donc qu'est-ce qui est dans le pouvoir, c'est l'action, et l'univers, c'est la structure, le contenant et le contenu. Alors moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'examiner ensemble ce qui se passe à notre niveau à nous, parce qu'on va parler de l'univers bien sûr, mais à notre niveau, dans notre corps, dans notre esprit, etc., il se passe des choses, on va vérifier si tout ça c'est cohérent. Alors, dans un premier temps, là, je vais revenir sur le modèle cosmologique dont je vais parler là, et je voudrais dire que ce modèle-là, pour moi, il est la base sans laquelle on ne peut pas répondre à notre question d'aujourd'hui, quel est le sens de l'univers, quel est le sens du karma et de la réincarnation. Si on ne part pas de la base, on ne peut pas comprendre. Donc, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la démonstration, elle prendrait tellement de temps que je vais essayer de résumer, parce que entre les informations elles-mêmes et l'intégration des informations, il faut pas mal de temps pour changer de paradigme de pensée. Sachant que, si on reprend le mot être humain, l'être, c'est la partie dont on va parler tout à l'heure qui est en haute fréquence, c'est la partie, le plan de l'architecte. Et puis l'humain, c'est l'homo sapiens, c'est la partie animale, le corps animal lui-même. Il y en a un qui est en haute fréquence et l'autre qui est en basse fréquence. Et tous les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Le corps a des fonctions dont on va reparler et l'esprit a une autre fonction. Et ils ne tirent pas dans le même sens. Évidemment, quand ce n'est pas aligné, ça va causer des dégâts dans notre propre corps. Donc, je vais vous proposer, donc, du coup, pour ne pas faire 3 heures sur l'univers, je vais vous proposer un petit jeu tout simple, enfin, un petit exercice d'imagination très simple. Imaginons que vous alliez au cinéma voir Harry Potter. Je suppose que vous ne chercheriez pas à vérifier si Harry Potter existe. Ce que vous allez faire, c'est voir le film, et puis après, vous allez voir votre expérience et ce que vous en pensez. Donc, je vais faire la même chose. Par contre, la différence, c'est que je vais vous raconter une histoire, mais dans un deuxième temps, on va ensemble vérifier si cette histoire est cohérente avec ce que nous vivons et avec ce que la science est en train de découvrir en ce moment même, d'ailleurs. Hein, parce que ça va très vite. Il y a une information tous les 5 jours, quoi. C'est infernal. Alors, donc, du coup, je vais commencer, c'est pas très très long, par « Il était une fois l'univers ». Voilà, grosso modo. Alors, cet univers, je vais le présenter comme un océan neutre, sans activité et non polarisé. Ça veut dire que, comme un océan d'eau, il est neutre, il n'y a pas de polarité, hein, il n'y a pas de plus et de moins, il n'y a pas d'activité, tout est plat, complètement plat. Alors, un peu comme un océan d'eau, comme nous connaissons, mais fait de milliards de molécules d'eau. Par contre, elles sont toutes identiques. Donc, c'est-à-dire que chaque molécule d'H2O a les mêmes propriétés que l'océan lui-même. Donc, en l'occurrence, ce que je viens de dire là, ça correspond à un modèle mathématique aujourd'hui reconnu, c'est le modèle holographique. Et le modèle fractal. Alors,
tous les grands cosmologues aujourd'hui utilisent ce modèle holographique qui veut dire, donc je rappelle quand même ce que c'est qu'un hologramme, c'est une figure en 3D dont chaque point lumineux contient l'information de la totalité des points du schéma. Ça veut dire que si je prends simplement un tout petit point, je peux retrouver l'hologramme en entier. Et donc, la deuxième facette de ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect fractal de l'univers. Ça a été vu et revu, notamment Nassim Haramein en parle beaucoup, et on voit des schémas. Je présenterai d'ailleurs des diapos si on peut les passer. Et donc, vous verrez ce que c'est qu'une fractale. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un système de poupées russes dans lesquelles, évidemment, chaque poupée contient une poupée plus grande au-dessus d'elle et plus petite en dessous, mais c'est la réplique identique avec les mêmes fonctions, les mêmes pouvoirs. Alors cet univers-là, il était calme, sans activité depuis très très longtemps, et puis pour une raison que beaucoup pensent inexplicable, c'est pour ça que je viens d'expliquer aujourd'hui, cet océan s'est compressé encore et encore et encore jusqu'à devenir un minuscule petit point d'une densité inimaginable et d'une masse infinie. Et puis tout d'un coup, au sein de ce petit point, une étincelle est apparue, créant une explosion d'une force telle que, à peine une seconde après l'explosion, la taille de l'univers a été multipliée par un facteur de 10 puissance 26. Alors, ça ne vient pas de moi, évidemment, ces chiffres-là. En termes d'énergie, en termes de volume, c'est 10 puissance 78. Et évidemment, c'est énorme, et tout ça a un nom que tout le monde connaît maintenant, c'est la phase d'inflation. Donc, en même temps, cet océan qui était neutre a vu apparaître un nouvel état polarisé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on voit apparaître un pôle plus et un pôle moins, comme on verrait la figure du yin et du yang. D'ailleurs, on peut l'imaginer. L'univers, tout d'un coup, pouf, instantanément, un yin et un yang, un pôle masculin, un pôle féminin, dans le désordre. Et donc, on voit apparaître une onde, comme celle du dessin du yin et yang. Et depuis, partout dans l'univers, le pôle plus court après le pôle moins, le mâle court après la femelle court après le mâle, et inversement, cherchant à se réunifier. En fait, l'univers était non polarisé, il se polarise après l'explosion, et après il va passer son temps à rapprocher tout ça pour que ça se réharmonise à nouveau. Et ce mouvement de course du pôle plus vers le pôle moins, ce mouvement s'appelle la vie, tout simplement. Donc s'il n'y a pas un pôle plus qui cherche le pôle moins, il n'y a pas de vie manifestée, au sens large du terme. Voilà. Alors, juste une précision pour finir avec cet univers. À 300 000 ans, ce qui est déjà, c'est tout petit par rapport aux 13,7 qu'on connaît, de milliards d'années, l'univers avait 80% de sa taille connue et il continue à s'expanser à une vitesse folle, presque trop grande par rapport à ce que les mathématiciens avaient prévu. Alors, je vous ai joint, Joël, des diapos. Je ne sais pas si elles pourront être passées. Oui, je les insérerai dans la vidéo. Là, je ne peux pas à la radio. Voilà. Et donc, simplement pour dire que vous avez des schémas justement sur l'univers fractal, des schémas pour expliquer le torus. Je le cite, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette image. Le torus, c'est une espèce de champ électromagnétique autour de la Terre et de l'univers et de l'être humain, etc. Et puis, il y a un petit schéma sur l'univers est un couple en mouvement avec cette polarité et la naissance de ce qu'on a appelé le Big Bang. Alors, maintenant, vous voyez, on vient de démarrer à peine et on arrive déjà dans le cœur du cœur, c'est-à-dire la partie la plus importante. On va accrocher nos ceintures. Accrochez vos ceintures. Alors par contre, je vais affirmer quelque chose sans le démontrer parce que comme je vous l'ai expliqué, ça serait trop long de l'expliquer là, mais après l'explication, on verra la vérification en tout cas. Cet océan-univers a des propriétés particulières. Il y en a trois. La première, c'est que cet univers, il est en haute fréquence. J'expliquerai tout à l'heure la coïncidence ou la synchronicité avec le corps humain. Donc pour l'instant, cet univers, il est en haute fréquence. Le point 2, c'est que les petites infraparticules qui additionnées donnent cet univers océan sont libres entre elles, sont identiques et pourtant elles sont reliées. Donc elles sont libres entre elles et en même temps elles sont reliées. Comme les gouttes d'eau de l'océan, elles sont à la fois identiques et pourtant il y a des gouttes d'eau qui sont en train de s'évaporer, d'autres qui sont à tel endroit dans les glaçons des montagnes et pourtant elles ont toutes les mêmes capacités, elles ont toutes les mêmes pouvoirs que l'eau et elles sont reliées. Donc ça, c'est la deuxième partie de cet océan-univers, particularité d'être libre et relié. Et la troisième partie, c'est que ce système global, il existe et tend vers toujours plus d'expansion. Alors ça, c'est capital parce que, alors je vais préciser que cette expansion, elle se fait de façon globale. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc trois choses, haute fréquence, liberté et expansion. Et ces trois
trois propriétés-là sont l'essence même de tout ce qui se produit dans tout l'univers, dans la physiologie, dans notre corps humain, dans l'espace, partout. Donc, alors, au niveau humain, on va voir que si on est fait comme l'univers, comme nous sommes les petites gouttes d'eau de cet univers, on va voir que la haute fréquence correspond sur le plan humain à ce qu'on appelle la joie. Quand on est en joie, on vibre en haute fréquence. Ensuite, la deuxième partie, libre, oui, en fait, nous sommes des êtres faits pour être libres. Et puis dans notre vie, on passe dans toutes les étapes qui font qu'en fait, on est tout le temps en expansion. Globalement, j'entends. Et donc, on va voir pourquoi je dis globalement. Donc, ces trois choses-là qui sont là dans l'univers, on peut comprendre réellement ce fait capital, c'est que l'univers cherche tout le temps à s'expanser coûte que coûte. Et c'est là que ça se corse. Il ne peut pas s'expanser directement vers l'extérieur, comme par exemple si je gonflais mes poumons, là je ferais le geste de m'expanser. L'univers ne peut pas. Alors pour quelle raison? Il n'y en a pas de raison. Il est l'univers. Il a ces caractéristiques-là, comme l'eau a ses caractéristiques. L'univers veut s'expanser, mais il ne peut pas le faire directement vers l'extérieur. Il ne peut s'expanser que d'une seule manière, et on va la vérifier partout. Connue sous le nom de la loi des contrastes, l'univers doit se compresser vers son centre d'abord. Alors et alors seulement, il peut s'expanser en retour au carré de sa compression. Je donne l'exemple, vous prenez un ressort, vous le compressez, quand on ne peut plus le compresser, vous le lâchez, et il va rebondir plus haut que son point d'origine. C'est le secret de l'univers et de tout ce qui va se passer pour nous, il se tient dans cette métaphore toute simple. L'univers doit se compresser vers son centre d'abord. Alors et alors seulement, il peut s'expanser au carré de sa compression. Ainsi, par exemple, on peut le vérifier, pour créer la liberté, en nous, il faut d'abord expérimenter sa compression, c'est-à-dire l'enfermement, la prison. Si on ne passe pas par l'enfermement, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Pour créer le lien, c'est pareil, il faut d'abord expérimenter l'isolement, l'abandon. Et à partir du moment où on a compris et ressenti l'isolement et l'abandon, alors créer du lien est pour nous quelque chose de vital et on va fabriquer ce lien. C'est pareil pour ce qu'on appelle la reliance. Alors, je voudrais vraiment préciser la reliance parce que très souvent on fait la différence, on ne fait pas la différence entre l'amour dont on parle, l'amour inconditionnel. En fait, lorsque vous avez deux aimants polarisés plus et moins, il y a quelque chose qui les relie, c'est un champ magnétique, un aimant entre les deux. Et lorsque ce phénomène d'aimant se fait entre deux pôles, ça veut dire que ces deux pôles sont en train d'être dans l'amour. L'amour du mot aimant, vous voyez ? C'est aussi simple que ça, ils sont reliés. Et c'est ça qu'on appelle la reliance et c'est ça qu'on appelle l'amour universel. C'est pas je t'aime chérie, on n'est pas là-dedans, on est dans la reliance. Et l'univers est relié en permanence dans tous les sens. Donc dès qu'il y a un champ magnétique, un pôle plus et un pôle moins, ça crée un mouvement d'aimant, donc un champ magnétique qui est donc cet amour qu'on appelle reliance. Et bien, pour créer cette reliance, c'est pareil, il faut passer d'abord par l'opposition entre deux pôles plus, par exemple, et ça va donner la haine, par exemple. Pour nous, au temps de l'humain, on va avoir la haine. Et c'est vrai que si on est dans une famille dans laquelle il y a de l'affrontement et de la haine, on va très vite vouloir créer la reliance. Et on va bien comprendre ce que c'est que la reliance à ce moment-là. Et ainsi, d'ailleurs, pour notre question d'aujourd'hui, pourquoi on part de la lumière pour aller vers la lumière? Eh bien, pour créer cette lumière, il faut d'abord expérimenter la nuit, l'ombre, l'absence de lumière, pour créer une lumière plus brillante, pas bruyante, lumière plus brillante, plus lumineuse et plus en haute fréquence. Donc ça veut dire que l'incarnation, et je le répète depuis tout à l'heure, c'est dans le but de l'expansion. C'est ces trois fondamentaux qui sont là, joie, liberté, croissance, c'est-à-dire que, et on ne peut pas les séparer les trois, si vous prenez le mot joie, liberté et croissance, vous ne pouvez pas être joyeux si vous êtes en prison et si vous stagnez, etc., etc. Ces trois choses-là qui sont séparées dans notre tête, en réalité, ce sont la même chose. Joie, liberté, croissance. C'est l'état originel de toute chose dans l'univers. Et nous, on s'aperçoit que pour pouvoir s'expanser, en fait, on est obligé d'abord de se compresser vers le centre. Et donc, vous prenez un ressort, et on va voir tout à l'heure dans le corps, on va passer en revue dans le corps ce qui se passe à tous les niveaux, même au niveau chimique, etc. Et donc ici, là, maintenant dans notre univers, pour créer la lumière, il faut d'abord que l'univers passe par l'ombre, et ensuite il va pouvoir s'expanser pour créer plus de lumière. Alors, on pourrait presque dire que l'univers vient passer son doctorat en lumière, quoi. C'est-à-dire qu'il avait son bac, et il passe par la nuit, il se compresse, et ensuite il va se réexpanser, et ça va donner plus de lumière. Alors d'ailleurs, d'emblée, pour rebondir là-dessus, si on prend le principe du ressort, plus on le compresse, plus il est capable de s'expanser plus haut que son état originel. Ça, c'est facile à comprendre. Eh bien, l'univers, il fait exactement la même chose que ça,
Et donc, et la métaphore, elle est vraiment vraie, il respire, l'univers respire. Alors, le chiffre que je vais donner, il n'est pas de moi, il est d'autres chercheurs qui ont fait des calculs assez savants pour essayer d'estimer ça, mais l'univers, il respire sur une durée d'environ 100 milliards. C'est-à-dire que il est d'abord dans son état originel d'océan stable, et non polarisé. Alors on retrouve ça dans toutes les cultures. On prend les Védas, on prend la Kabbale, on prend les Égyptiens anciens. Partout, on a toujours cette idée de cet océan stable et non polarisé. Ensuite, on le voit se compresser à l'infini. Ça va donner ce qu'on appelle l'expiration. Donc quand vous soufflez, vous êtes en train de vous compresser. Alors ce que les physiciens appelaient le Big Crunch. Et puis ensuite, cette expiration, il va suivre une explosion qui va donc permettre de s'expanser. C'est l'inspiration de l'univers, donc ça c'est le Big Bang, c'est au moment où il inspire, là donc il explose dans tous les sens, et du coup ça va donner un univers plus lumineux qu'il ne l'était dans son état originel, plus en haute fréquence, plus libre, plus expansé. Et cette succession de respiration que nous faisons nous-mêmes, donc il n'y a qu'à voir nos océans à nous, la Lune, la Terre, enfin on a tous quelque chose qui respire, et on passe par deux états, un qui expire, donc on va se compresser, et un état d'inspiration qui va s'expanser. Et le résultat de tout ça, ça va donner ce que la physique aujourd'hui et la cosmologie appellent le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond. Et aujourd'hui, c'est la théorie, le modèle d'univers le plus en vogue et le plus reconnu. C'est qu'en fait, avant le Big Bang, il y avait bien quelque chose. Simplement, ce quelque chose, comme il est éloigné de nous, on pensait que c'était le début. En fait, c'est bien le début de quelque chose, de l'expansion de l'univers, mais c'est juste le début de l'inspiration de l'univers. Donc l'univers, il respire. Donc, il commence par expirer Big Crunch, il inspire Big Bang. Le résultat, c'est que ça se suit toujours en grandissant. Donc, l'univers va passer d'un facteur 10, par exemple, à un facteur 100. Donc, on va dire que l'univers part de la lumière, celle dont on parle depuis le début, à un facteur 10. Il passe par l'état d'ombre, absence de lumière, donc. Il se compresse à l'infini pour donner le petit point dans lequel toutes les particules étaient réunies. Puis, il explose. Et il s'expanse de nouveau, il atteint ainsi un état plus grand d'un facteur 100, c'est-à-dire 10 au carré. Donc, le résumé de tout ça, c'est que l'univers le fait, nous faisons la même chose, et là où ça change tout le sens de la vie, c'est que si on comprend vraiment ça, que c'est l'ADN de l'univers et notre ADN à nous, c'est que pour aller vers le haut, il faut impérativement d'abord passer par le bas. Sinon, on ne peut pas aller en haut. D'ailleurs, si on regarde pour notre vie à nous, est-ce que déjà quelqu'un a pu claquer des doigts pour pour avoir un diplôme sans rien faire? Non. Est-ce qu'on peut obtenir quoi que ce soit sur cette terre sans rien faire? Non, c'est impossible. Il faut faire quelque chose. Même la nature fait quelque chose. Quand elle fabrique l'hiver, elle se compresse. Et grâce au fait qu'elle se compresse en hiver, alors on a un printemps avec des beaux fruits. Parce que l'hiver va servir à faire quelque chose, notamment à tuer les bactéries dans le sol, etc. Donc en fait, notre Terre, en tout cas pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, chacun à leur tour, on passe par l'hiver qui se compresse, et ensuite on arrive au printemps, et là l'inspiration s'ouvre, et on voit les fleurs s'ouvrir, on voit le monde semble de nouveau vivant parce qu'on est en train d'inspirer. Et donc la leçon capitale, c'est une philosophie essentielle, énorme, parce que tout change quand on comprend ça, c'est qu'on ne peut pas obtenir quelque chose vers le haut sans passer d'abord par le bas. C'est l'essence même de la question. Alors j'ai mis deux images, donc oui. Mon logo lui-même, parce que mon logo, je l'ai fait depuis l'origine, comme ça, cette flèche qui monte et qui redescend et qui repart vers le haut, c'est ma flèche, parce que c'est le sens de la vie que j'ai compris depuis longtemps, et on voit bien qu'il y a un point qui descend, qui va correspondre à l'incarnation, et puis pof, on va remonter, et donc j'ai remis une autre image à côté dans laquelle on voit l'illustration de ce que les cosmologistes ont utilisé pour ce fameux grand rebond dont on parle de plus en plus. D'ailleurs, je précise que ce grand rebond dont on parle aujourd'hui partout dans toutes les revues scientifiques, il était déjà indiqué dans la Kabbale il y a plus de 5000 ans, quoi. Et ça venait lui-même des enseignements des anciens Égyptiens. Simplement, jusqu'à présent, évidemment, il y avait une espèce de guerre entre les anciens enseignements et la science entre guillemets moderne, mais on va voir que tout ça c'est en train de changer, bien évidemment. Et donc ces enseignements-là qui ont été transmis par les Égyptiens aux Juifs, aux Grecs, aux Romains, etc., dont nous bénéficions aujourd'hui, ils ont été transmis à travers un ensemble de lois, grosso modo, régissant tout ce qui existe dans l'univers de façon vérifiable. Vous appelez ça le Kybalion ? Voilà, absolument.
Alors, on va en parler rapidement. Et ce Kybalion, alors on ne sait pas quelle est l'origine du livre. On peut le trouver partout, dans toutes les boutiques. Avant, il était caché, il était secret. Ça faisait partie de l'hermétisme. On ne pouvait pas connaître le Kybalion ni la Kabbale, etc. Aujourd'hui, il se trouve que notre civilisation, même si tout va pas bien, il y a quelque chose qui évolue quand même. Et en fait, on voit que cette connaissance, elle est en train de descendre, quoi. Et on la voit un peu partout. Et donc, là, par exemple, je vais vous donner quelques petites phrases qu'on connaît tous, et pourtant elles viennent du Kybalion. C'est tout ce qui est en haut est en bas. Ça, c'est Hermès. Voilà. Oui, mais Hermès, c'est vraiment l'origine de Kybalion, vraiment, complètement. Dieu a fait l'homme à son image, c'est pareil, égyptien aussi. Ce qui est dans le macrocosme est aussi dans le microcosme, qui a été repris par les Grecs, mais c'était une information de Thoth, donc Hermès, Trismégiste. Et toutes ces informations viennent du même endroit, évidemment, donc le Kybalion et ces lois-là. Alors, ce qu'on va faire, parce que normalement c'est très long, évidemment, je vais le faire très très rapidement, mais juste parce que le but maintenant, là où on en est, c'est que vous puissiez, que tout le monde puisse vérifier est-ce que réellement ces lois sont universelles, est-ce que ça se passe aussi dans mon corps, est-ce que ça se passe partout. Voilà. Et donc on va faire à chaque fois un petit parallèle. Donc on va prendre 2-3 minutes pour parler de ça. Il y a donc 7 lois, mentalisme, correspondance, etc. Et je vais faire un petit résumé. Voilà. Le premier, c'est le principe du mentalisme. Alors, ne pas confondre le mental avec la définition de notre mental à nous, qui est en fait la gamberge. Là, il ne s'agit pas de ça. Quand on dit l'univers est mental, on veut dire l'univers est une information, un ensemble d'informations. Donc l'univers, c'est de l'information, donc des champs magnétiques. Le deuxième principe, c'est le principe de correspondance. On l'a cité tout à l'heure, tout ce qui est en haut est en bas. Et donc, le principe, on l'a dit aussi, de fractal, donc, puisque c'est exactement le principe de tout ce qui est en haut et en bas, nous sommes une fractale de l'univers, comme la goutte d'eau est une fractale de l'océan. Donc, du coup, si nous, on est la fractale de l'univers, nous sommes aussi information. Le principe de vibration, justement, une information, ça vibre. Donc là, vibration, rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le plus important là-dedans, c'est plus la fréquence augmente, plus elle contient d'énergie, plus elle est puissante et potentiellement créatrice. Il y a même une pub qui a repris ça en disant « la joie est créatrice ». Évidemment, parce que plus la fréquence augmente, plus ça nous ramène à la joie, et cette joie, elle est créatrice. C'est vrai, quand on est joyeux, on a une créativité incroyable. Donc on peut le vérifier dans notre corps. Le principe de polarité, c'est pareil, quoi. On a toute chose est double. Gauche, droite, chaud, froid, masculin, féminin, bourreau, victime, héros, thanatos, c'est indéfini, la liste. C'est que toute chose a 2 polarités. Et donc, si on oppose ces choses-là, on se trompe, parce qu'en fait, quand on prend un petit bout de bois, si on le casse, il y a toujours 2 bouts, on peut encore le recasser, il y a toujours 2 bouts, et ils sont toujours reliés. Parce que l'univers est dans la reliance. Donc, on ne peut pas séparer 2 polarités, elles sont toujours ensemble. Du coup, ça change aussi ce qu'on pense quand on dit on est contre l'un, contre l'autre. En fait, regardez le yin-yang, ils se touchent. Le blanc touche le noir et le noir touche le blanc. En fait, on est tout contre et non pas contre. Voilà. Alors, le principe du rythme, c'est pareil, tout s'écoule, toute chose a sa durée. Par exemple, les saisons, et ça revient tout le temps. Donc, il y a un rythme et ce rythme se balance comme un pendule. Et par exemple, souffrance, joie, épreuve, récompense, on passe de l'un à l'autre. Alors moi j'utilisais beaucoup en conférence une espèce d'abréviation Burke Smile, c'est-à-dire Burke, on sait ce que ça veut dire, Burke, c'est vraiment l'état dans lequel on est malheureux, et puis Smile, c'est quand tout rigole. Alors j'ai résumé presque la biochimie du cerveau comme ça en disant Burke, Smile, ces 2 états-là, on peut les vivre sans les comprendre ou alors on peut les fabriquer. Et d'ailleurs on peut fabriquer du Smile même quand on est Burke. Alors tout ça, ça fait partie d'un autre discours, mais c'est pour vous dire que voilà, on se balance entre ces 2 rythmes, et ces 2 rythmes sont toujours l'un contre l'autre. Le principe de cause à effet maintenant, qui est capital évidemment, que toute cause a son effet, tout effet a sa cause, ça va amener à la notion de karma. Et je vais préciser que c'est pas le karma tel que nous le pensons couramment. Et puis l'effet de rétroaction. Alors l'effet de rétroaction, c'est la même chose en physique. Lorsqu'on met une force d'un côté, il y a une réaction de l'autre côté, ça s'appelle une rétroaction. Et on va voir que dans le corps humain, c'est plein de ces choses-là qu'on appelle l'effet biofeedback. L'effet biofeedback, c'est exactement le même mot que karma et rétroaction. C'est-à-dire qu'une cause a un effet a une cause. Et puis le principe, pour finir la 7e, le principe du genre, c'est toute chose a un principe masculin et féminin, et le genre se manifeste sur tous les plans. Donc même nous, quand on pense, il y a des pensées qui sont de type yang et des pensées de type yin. Dans toute action, c'est toujours coloré par un genre.
Et donc, si on les oppose, on se trompe encore, parce qu'en fait, ils travaillent quasiment ensemble. On ne peut pas fonctionner. C'est comme si on marchait sur une seule jambe et avec un seul bras. En fait, on ne peut pas. On est obligé de marcher avec les deux pieds pour balancer, et on balance. Donc, ces 7 lois qui sont là, elles sont fondamentales dans tout, que ça soit pour les planètes qui tournent autour les étoiles qui tournent, enfin les planètes qui tournent autour des étoiles. On voit elles-mêmes que elles passent très proches du Soleil, puis après elles vont s'éloigner. On voit que c'est elliptique parce que il y a cette loi des contrastes qui va faire que qu'on trouve avec le principe de polarité, de vibration et de correspondance, qui font qu'elle va s'accélérer au passage de cette proximité de cette étoile, et donc du coup elle va garder toujours sa liberté parce que elle se contracte et s'expanse, et c'est pas la planète qui le fait, mais la vitesse à laquelle elle tourne et la direction avec laquelle elle tourne autour de son étoile. Alors, ce que je propose maintenant... C'est de faire la pause musicale, parce que sinon on la fera pas. Ça fait déjà 32 minutes que... Oh ben oui, ça c'est une très bonne idée. On fait la pause et ensuite on partira sur le restant de cette émission, Fred. Merci. Freddy Guillaume Cambouli, pour ceux que ça intéresse, il y a un site internet qui s'appelle lamagicbox.fr. Hein. Ok, on en reparle tout de suite après. À tout de suite. Poursuivons notre quête de sens avec Freddy Guillaume Cambouli. Il lui reste un peu plus de 20 minutes pour essayer de nous annoncer ce qu'il a découvert. Alors, je reviens sur cette phrase. D'ailleurs, merci pour la pause musicale qui va très bien avec, puisqu'on est là pour autopiloter sa vie. Alors, ma vie, tout va bien. Je reprends cette phrase là, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on descende un peu maintenant en bas, puisqu'on a fait tout le haut, on a regardé l'univers, comment il se compressait, tout ça. Je vous propose de regarder ensemble comment ça se passe à notre niveau. Par exemple, notre corps, dont tout le monde pense que nous sommes ce corps, et on va voir qu'on n'est pas ce corps, mais qu'on est un peu plus que ça. C'est un ensemble de systèmes, respiratoires, sanguins, etc., immunitaires, et ces systèmes sont faits d'organes. Donc en fait, on part d'un système, donc il y a des systèmes, chaque système contient des organes, ces organes contiennent des cellules, ces cellules sont faites de molécules, ces molécules sont faites d'atomes, et ces atomes de particules et de particules subatomiques. Ça veut dire que si on déplie tout ça, on a un corps qui représente des milliards de particules subatomiques. Et comme disait un alchimiste bien connu en France actuellement, Patrick Berenstenas, c'est très marrant parce qu'on sait que notre corps, c'est des milliards de particules, et chaque matin on se lève, on a toujours le même visage et on a toujours ce corps qui marche ensemble. Et donc ça, c'est déjà le premier mystère de l'histoire, c'est qu'en fait, on voit bien que derrière, si on prenait par exemple 1 milliard de grains de sable et qu'on fasse un château avec, on voit bien que ce château n'est que l'addition de ces grains de sable. Par contre, il y a bien de la colle, il y a quelque chose qui tient le sable. Et ça, c'est l'organisation des grains de sable. C'est exactement ce qu'on fait quand on prend des briques et qu'on veut fabriquer quelque chose avec. S'il n'y a pas un architecte et un plan, eh bien, les briques, elles ne tiennent pas et on n'a pas de maison. Donc, ça veut dire que notre corps lui-même, il est bien le fruit à la fois d'une organisation de particules qui forment des atomes, des molécules, des cellules, des organes et des systèmes, et tout ça avec un champ magnétique très complexe qu'on va appeler le plan d'architecte. Et ce plan d'architecte, c'est le vrai nous. Et le corps n'étant que, d'après tout l'ensemble de ces théories, un super objet, mais on va le décrire comme étant une machine magnifique, mais qui n'est pas nous. Et on entend de façon, tous les thérapeutes le disent et tous les philosophes de la thérapie l'expliquent, c'est que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre corps, etc., etc. Nous sommes. Alors on va prendre quelques exemples, mais juste je reviens maintenant sur l'histoire de l'hologramme. Dans notre corps, c'est pareil, Notre ADN, chaque cellule contient l'information de la totalité du corps. Et ça correspond au système holographique dont on a parlé pour l'univers. Par exemple, dans notre cerveau, il y a grosso modo 100 milliards de neurones. Eh bien, notre galaxie a à peu près 100 milliards d'étoiles. Et puis, dans l'univers, il y a à peu près 100 milliards de galaxies.
Et puis, on dit que le temps de respiration de l'univers, c'est à peu près 100 milliards d'années, etc., etc. Et on voit que là, il y a encore un plan mathématique derrière ça, comme un plan d'architecte. Alors, je ne parlerai pas, moi, de Dieu, pas Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a bien un plan. Et ce plan-là, on peut le décrypter. Alors, on va regarder encore un peu plus. Par exemple, dans le corps, on a là aussi le balancier dont on parlait tout à l'heure, le système nerveux autonome. Vous voyez qu'il y a un sympathique qui va accélérer, un parasympathique qui va freiner. Là aussi, on a une espèce de balancement avec un système qui va chercher à trouver l'équilibre. Et dans le corps, il y a encore un autre système qui s'appelle le système d'homéostasie, qui va balancer le corps entre acide et alcalin. Et en permanence, si on est trop acide, il va fabriquer un peu d'alcalin et vice-versa. Et donc, on voit bien que dans notre corps, il y a toujours ces effets de balancier, de rythme, etc. Par exemple, un autre effet de rétroaction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était l'effet biofeedback, si on fait un régime et que tout d'un coup on se prive totalement de sucre, ce qui va se passer, c'est que quand on va remanger du sucre, il va y avoir un effet yo-yo, c'est-à-dire qu'en fait le corps il va dire ok, j'ai pas eu de sucre pendant un certain temps, l'action que je mets en place, la rétroaction que je mets en place, ou le biofeedback, c'est que je vais stocker tout le sucre qui passe dorénavant parce que je sais qu'on va pas m'en redonner de sitôt, alors je vais le stocker. Et qu'est-ce que ça donne? Un effet yo-yo dans le corps et on grossit plus que ce qu'on avait maigri. Donc ça, c'est l'effet de biofeedback. Donc attention parce que ça marche tout le temps. Alors, encore plus étonnant, le stretching. Alors, tout le monde connaît à peu près le stretching. Le vrai stretching, si on compresse un muscle, on le relâche et après on le détend. Alors, au départ, c'est Bob Anderson, c'est un prof d'éducation physique américain qui, en observant les travaux du docteur Camillo Golgi, qui est connu en anatomie, et il a eu le prix Nobel de médecine en 1906, à propos du système nerveux, et il a décrit un truc dans les muscles, et vous allez voir comment c'est incroyable et que ça ressemble exactement à ce que fait l'univers, c'est que donc un muscle, donc on a des fibres musculaires qui sont entourées d'une aponévrose, et au bout des deux bouts du muscle, on a les tendons. Et donc, Golgi a montré que ces petits capteurs, qui sont ce qu'on appelle le système neurotendineux de Golgi, ils renseignent le cerveau sur l'état de compression du muscle. Vous voyez, déjà, on s'approche du sujet. Alors, si on prend maintenant la compression musculaire elle-même, c'est-à-dire comment fonctionne le muscle, on s'aperçoit que, alors, il faudrait prendre, par exemple, imaginer deux peignes à cheveux, et on les rapproche, et on voit que les dents vont se croiser ou s'éloigner. Donc les peignes, on va les rapprocher ou les éloigner. Eh bien, le système neurotendineux de Golgi, il renseigne le cerveau sur l'état de compression et l'état d'expansion. Et alors, du coup, le fameux Bob Anderson, il s'est dit, mais alors, comment on peut faire avec ça? Et en fait, c'est très simple, vous pouvez faire l'essai, vous prenez un groupe de muscles, et vous les compressez, et ensuite vous relâchez, et puis après, vous allez étirer ce muscle. Et là, on voit apparaître un phénomène incroyable, c'est que plus on compresse le muscle, plus il est capable de se détendre plus loin que son état originel. Ça s'appelle la souplesse. Eh bien, c'est ce qu'a fait Bob Anderson, et on s'est aperçu, d'ailleurs aujourd'hui, tous les sportifs du monde le font, parce que sinon, on aurait des crampes partout, et on serait tout le temps blessé. Et en fait, si on compresse un muscle, il est capable de s'étirer presque au carré de sa distance de départ. Et c'est exactement le même phénomène, tout ce qui est en haut est en bas. La respiration de l'univers, nos muscles le font, nos cellules le font et tout le fait. Oui, Fred, alors si on fait la parallèle entre l'univers et nous, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ok. Alors, d'abord, l'univers, c'est une fractale, et nous sommes une fractale de l'univers, donc on est identique en tout point à l'univers. Ensuite, on sait que l'univers est de l'information, donc en haute fréquence. Eh bien, nous aussi, on est en haute fréquence. Par contre, si on regarde le corps lui-même, c'est plutôt de la basse fréquence. Alors, grosso modo, la partie esprit, la partie information, elle veut jouer à liberté-croissance, alors que le corps physique, lui, veut survivre et procréer. Et c'est deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors nous, on aimerait bien voir les deux, mais plus on va vers le corps en basse fréquence, et plus on est malheureux, et plus on va vers l'esprit, et plus on est heureux, mais il faut concilier les deux pour vivre. Alors, la métaphore qu'on peut utiliser, c'est la voiture. Quand on voit passer une voiture, on voit, quelqu'un, une voiture, pouf, mais on voit bien que si le conducteur n'est pas dans la voiture elle avance plus. Donc, alors qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes le conducteur ou est-ce que nous sommes la voiture? Évidemment, on comprend tous qu'on est le conducteur, c'est-à-dire le plan d'architecte. Alors, bien sûr, de là, on va déduire que nous ne sommes pas notre corps, mais qu'on est plutôt une machine merveilleuse, mais mortelle. On utilise ce corps afin d'expérimenter la basse fréquence, c'est parce que c'est exactement ça que nous faisons. Nous expérimentons la basse fréquence, et selon la loi des contrastes, on va donc pouvoir expérimenter pour monter vers la lumière plus haut qu'à son origine.
Et là, on revient maintenant sur le karma, c'est-à-dire que pourquoi nous nous incarnons pour descendre dans le danse, de façon à pouvoir remonter plus haut qu'à l'origine de la lumière. Alors Donc ça veut dire pourquoi Deepak Chopra nous dit qu'on change de corps environ 300 fois au cours d'une vie? Alors ça, c'est cette démonstration. Alors je conseille à tous vos auditeurs de lire ce livre qui se lit en 3 jours, mais le corps quantique, QANTIQE, le corps quantique de Deepak Chopra, c'est incroyable. Et dedans, il explique un truc tout simple. Si vous prenez un mur qui est fait de 1000 briques et que vous changez chaque jour 100 briques, au bout de 10 jours, vous avez changé le mur en entier. Et c'est ce qui se passe dans notre corps. On a un va-et-vient de renouvellement cellulaire tous les 90 jours environ. Oui, on n'a aucune cellule qui dure plus de 7 ans, c'est ça. Absolument. Et même, je dirais presque que c'est 90 jours pour la plupart. Hein. Ça veut dire que c'est là-dessus qu'ils se basent. Et sur ces travaux, c'est de dire que si on change la totalité du mur de 100 briques tous les 90 jours, ça représente à peu près 300 fois au cours d'une vie, entre 250 et 350 fois, selon notre vie, quoi, à peu près. Alors, vous avez parfaitement conscience que tout ça, c'est dur à accepter? Oui, parce qu'évidemment, j'ai reçu des centaines de personnes qui arrivaient en souffrance et à qui j'expliquais que il faut passer par le bas pour remonter vers le haut, que les souffrances, on les a choisies, etc., etc. Alors je vais le détailler un petit peu vite fait, mais c'est juste pour dire qu'évidemment que c'est très dur à entendre quand on est en plein dans la souffrance. Mais je voudrais préciser que quand on est dans la souffrance, c'est parce qu'il y a un but à cette souffrance. Je vous rappelle qu'on compresse quelque chose. Et quand on compresse quelque chose, on va vers quelque chose de plus grand. Ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée d'engueuler l'hiver parce que c'est l'hiver? Évidemment que non, parce que s'il n'y a pas l'hiver, il n'y a pas le printemps. Donc évidemment qu'on doit accepter l'idée que la souffrance, elle fait partie de notre truc, et regarder la vie, la naissance d'un enfant démarre par la souffrance. Et bizarrement, plus une maman souffre pendant son accouchement, plus elle fabrique une hormone qui est capitale pour la vie de l'enfant et de la maman, c'est l'ocytocine. Et les mamans qui n'accouchent pas normalement et qui n'ont pas de la souffrance font généralement un truc qu'on appelle la dépression postpartum, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à percevoir qu'elles ont moins d'amour pour leur enfant que les femmes qui ont accouché par voie naturelle. Alors c'est assez fou, mais c'est toujours la même chose. On ne peut pas obtenir le haut si on passe pas par le bas. Alors, je vais passer rapidement sur un autre bouquin de La Source Noire de Patrice Van Hersel. Il faut vraiment lire ça, parce que c'est capital de comprendre les 40 dernières années d'études sur les NDE, parce que ça nous explique ce qu'il y a au-delà et comment on se décorpore, etc., etc. Donc, je vais faire vite, mais juste pour dire que Kenneth Ring, qui est un des profs qu'il a interviewé, lui, il dit clairement, nous ne sommes pas notre corps, mais nous avons ce corps. Oui, mais on va pas parler de lui parce qu'on n'aura pas le temps de parler de vous. Alors, donc vous faites une philo-holistique, modèle cosmologique du grand rebond, ainsi que des enseignements et découvertes post-matérialistes dont vous nous parlez là rapidement lorsqu'on utilise l'application ANKT. Qu'est-ce qu'elle permet, cette application? Alors, rapidement, dans mes recherches, je suis juste passé par l'idée que tout était codé mathématiquement, et que selon un plan d'architecte, je cite juste le nombre d'or, le nombre pi, etc., la symatique qui explique les vibrations d'eux, et puis du coup, je suis remonté jusqu'à Pythagore, donc jusqu'aux Égyptiens anciens, et on se retrouve avec une discipline qui s'appelle la gématrie, qui était la discipline de Pythagore, et à l'intérieur, il y a deux sciences, qui est l'arithmétique, on connaît tous le théorème de Pythagore, et l'arithmologie, c'est l'ancêtre de ce qu'on a appelé la numérologie ancienne. Donc moi, je suis parti de là, et à partir de là, j'ai fabriqué cette ANKT, analyse de numérologie karmique thérapeutique, en insistant sur ce T, parce que le but de ça, c'est d'avoir un outil, non pas divinatoire, mais un outil qui nous permet de piloter notre vie avec des outils thérapeutiques. Donc j'ai fait pas mal d'années, presque 8500 analyses comparées pendant 30 ou 40 ans, et du coup j'ai créé un site qui est encore plus facile à trouver, ankt.fr. Il y a une application qui est dedans que j'ai fait développer, qui est gratuite, accessible à tout le monde, parce que je pense qu'il faut vraiment que tout le monde ait accès à ça. Actuellement, nous, on est en train de finir la première session de formation des praticiens en ANKT, et donc du coup, on peut aller sur le site, on peut regarder. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met ses prénoms, tous ses prénoms avec les accents. Enfin, tout ça, c'est indiqué. Hein. Et on obtient des tableaux, et ces tableaux, on peut les lire avec un mode d'emploi, et de l'autre côté, la symbolique des nombres. Évidemment, il vaut mieux quand même être aidé, parce qu'au début, c'est très complexe, mais grosso modo, si on reprend toutes les informations dont je vous ai parlé,
qu'est-ce qu'on obtient avec la NKT? On obtient, on découvre notre mission de vie, notre but personnel de vie. Comment et pourquoi notre chemin nous amène au but, et ça c'est la date de naissance. Quelles sont nos épreuves et nos récompenses que moi j'appelle les alters et les cadeaux. Donc ça nous montre quels sont nos moyens d'évolution et de succès. Ça nous montre aussi nos graines de compétences et qualités en devenir. Il suffit d'arroser ces graines pour qu'elles deviennent des qualités. Si on ne les arrose pas, elles restent à l'état de graines. Elle nous montre aussi nos challenges et nos ressources du passé qui sont disponibles. Nos traumas et complexes cachés venant des incarnations précédentes. Tout ça, on le voit clairement. On peut, par exemple, pour les enfants, on voit quelle serait la meilleure orientation professionnelle possible. Quel est notre mode de communication idéal? Parce que des fois, il y a des enfants qui parlent pas, d'autres qui parlent trop. Moi, par exemple, je parle trop. Donc, moi, je suis dans le mode communication externe. Et donc, tout ça, on le voit. Et puis, bien sûr, comment et pourquoi nous rencontrons autant de difficultés relationnelles et affectives. Ça, c'est quelque chose de capital parce que c'est quasiment 65 ou 70% des demandes de consultation. C'est difficultés relationnelles, amour, etc. Et puis, dernière chose qu'on voit, c'est notre ratio yin-yang à l'intérieur de notre corps là et de notre esprit, qui est donc le ratio masculin-féminin à la naissance. Et ça nous montre notre meilleure façon d'évoluer. Alors, évidemment, je sais par habitude que les gens qui font ça sont complètement bluffés parce que ça décrit tellement ce qu'on vit sans connaître les gens, tellement ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà vécu dans le passé, comment ça va se passer. C'est vrai que aujourd'hui, là, je suis en train de finir les formations et les apprenants sont bluffés, quoi. Ils me disent, ils témoignent tous les jours. D'ailleurs, je ferai sûrement un petit film pour montrer tous ces apprenants et toutes les expériences qu'ils ont fait. Alors, je voudrais juste, si j'ai le temps, revenir sur l'histoire de nos souffrances et de nos difficultés relationnelles, parce que je répète que moi j'ai constaté que 65% des demandes de thérapie étaient vraiment toujours basées sur je me sens seul, j'ai des problèmes affectifs, je viens de divorcer, on m'a quitté, etc., etc. Alors moi je l'ai rapporté à ce que je voyais dans les familles et dans les couples, c'est-à-dire qu'il y avait un taux d'échec incroyable, et du coup on s'aperçoit que par exemple les familles recomposées, 65% explosent et privent le couple d'une histoire parce qu'il y a un phénomène qui est difficile, c'est que, il est déjà difficile de se connaître soi, développement personnel. Il est très difficile de comprendre son compagnon ou sa compagne, ça c'est les problèmes de couple classiques, thérapie systémique. Mais alors c'est encore plus compliqué de comprendre et d'accepter les enfants de l'autre. Et c'est là que ça explose. Alors du coup, je me suis amusé, c'est entre guillemets, à créer une formation que j'ai appelée Harmonie Cap vers l'harmonie, qui contient l'outil à NKT familial dont j'ai parlé tout à l'heure, plus des outils comportementaux et cognitifs pour pouvoir gérer par exemple ses pulsions et ses émotions, et puis des ateliers du couple que je faisais depuis des années, qui passent par tout ce qui touche au développement personnel, au tantra, à la sexothérapie, c'est-à-dire vraiment ce qui fait qu'un couple tient ou tient pas. Et l'ensemble de tout ça, le but c'est d'aller vers l'harmonie, parce que je pense que quand on est en couple, en famille, on a envie que ça tienne et que ça soit agréable. Et en fait, on voit évidemment un nombre incalculable de gens qui se déchirent parce qu'ils sont dans un état de non-acceptation de la différence, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Alors évidemment, pour moi, la NKT, c'est d'abord un outil de connaissance de soi, qui est basé sur ce qu'on vient d'expliquer sur la file holistique, et ensuite c'est un outil thérapeutique parce qu'il donne des clés en disant voilà, par exemple, il y a un problème avec l'abandon, on va régler ça avec des séances d'hypnose sur le voyage à trois, l'enfant intérieur, etc. Pour telle donnée, là il va plutôt faire une thérapie psychocorporelle parce que ça va travailler sur le corps, etc. En fait, on a exactement un bilan thérapeutique à la fin de cette analyse. Et le but, je vous rappelle que c'est de nous permettre de nous autopiloter la vie. Et le dernier mot, c'est pour dire que si on comprend bien le but... alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais... Non, vous n'avez pas trop le temps, c'est pour ça qu'il faudrait... Alors, non, mais c'est quasiment une conclusion. C'est juste le texte que vous pouvez lire sur le site ankt.fr et qui raconte cette histoire en quelques lignes. Je le lirai juste avant de vous quitter. Vous vous appelez Frédéric Guillaume Camboulive. Alors, le site AMKT, c'est www.a comme Anatole, N comme Noémie, K comme Karine et T comme Thérèse.fr. Vous avez aussi le www.lamagicbox.fr, L-A-M-E comme une lame, agic, agcbox.fr.
Et vous avez une citation pour terminer l'émission ou on termine juste sur le c'est une citation assez connue de Einstein qui dit que l'univers ne semble pas avoir de sens et pourtant il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Et donc ça résume tout ce que je fais depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a bien un sens et si on le trouve et si on l'accepte, on peut changer sa vie, vraiment. Je vous remercie, Fred. Merci, à bientôt. Donc je vais lire cette fin de... Oui, voilà, il était une fois un groupe d'êtres fait exclusivement d'énergie, c'est cette partie-là. D'accord, on la retrouve sur votre site, cette... Oui, on la retrouve sur le site aussi, sur la page ANKT Magri. D'accord, donc voilà. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés et je vous remercie, Fred. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Donc il était une fois un groupe d'êtres fait exclusivement d'énergie. Oui, un peu comme le parcours d'un enfant à l'école, voyage de classe en classe, en passant par la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, le bac, le DEUG, la licence, la maîtrise, etc., dans le but ultime de faire grandir leur joie et leur liberté ou autonomie, donc d'évoluer à ses fins. À ces fins, ils utilisent tous les outils possibles dans ce but comme leur mission de vie personnelle. Ainsi, ils choisissent librement de voyager grâce et avec des corps physiques différents, choisis en toute conscience avant de s'incarner, qu'ils soient hommes ou femmes, selon leurs besoins d'évolution et selon les lois de l'univers. Plus on comprime un ressort, plus il se détend fort et vite vers son opposé. En d'autres termes, pour aller vers le haut, il faut passer par le bas. Les contrastes, le yin et le yang ne sont pas des opposés, ils sont le moyen de trouver l'équilibre et l'harmonie. Et comme nous le savons déjà intuitivement, les haltères que nous avons choisis nous opposent. Une juste résistance pour nous rendre plus forts, donc plus heureux, plus libres, plus autonomes, plus. À vous de réfléchir. Très bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Très bonne semaine à vous. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.